Bonsoir. La récente évasion d'un détenu à la Maca continue de faire des vagues. Démission du régisseur de la prison, lancement d'un appel à témoins. Comment évolue cette affaire? Eh bien, nous en parlerons d'entrée de jeu dans le petit débat en compagnie de nos chroniqueurs maison. Monsieur Nyanya Zadi Théodore, il nous rejoindra en deuxième partie d'émission. Il est, je le rappelle, président de la Centrale Plateforme Nationale des Organisations Professionnelles du secteur public et privé de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous évoquerons le dialogue social, plus précisément les conditions de signature de la nouvelle trêve entre le gouvernement et les syndicats. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans notre live talk. Bienvenue. Oyez, 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 on le dira avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Nous sommes tous les soirs très heureux de vous savoir devant vos différents postes de télévision pour regarder ce rendez-vous et surtout parce que vous avez dans vos cœurs, dans votre vie, Live TV. Le Live Talk commence par une note. Élisée, le match d'Africa s'est-il joué? Non, pas encore. On attend que le match soit... Pardon, que la date du match soit fixée. Très bien. Pour le moment, il est reporté à une date ultérieure. Je peux vous assurer que les oyers, les aiglons, et en tout cas, ils sont gonflés à bloc. Pourtant, nous, on note que depuis que les oyers sont à la deuxième division est attrayante. Donc peut-être qu'ils pourraient rester encore pour la rendre encore plus attrayante, en fait. Très bien, on connaît votre... C'est une façon de voir les choses. Exactement. Bonsoir, Rihanna. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et vous toi? avez le salut de tous les oyers. Merci, c'est gentil. Qui gentil. vous remercie déjà pour votre soutien à notre montée. Il te le communique là, tout de suite à l'oreille. Oui, je le ressens en première division. Nous avons cotisé de l'argent et je pense que les choses... C'est monté à combien d'ailleurs? On préfère ne pas s'exprimer sur cette question. Voilà. Ouais. On était 30, mais ce n'est pas le nombre qui compte. Bonsoir Alain, comment ça va? Bonsoir Brice, ça va et vous? Ça va bien, merci. Merci. La pluie vous a pas super embêté aujourd'hui? Non, ça va. Hier, oui, mais pas aujourd'hui. Très bien. Tout le monde est là, tout le monde est en place. Eh bien, nous pouvons entamer notre petit débat. Je vous le disais en entame, le régisseur de la maison d'arrêt de correction, la MACA, démis de ses fonctions. Un appel à témoins est lancé par la police nationale. L'affaire de l'évasion spectaculaire de Mohamed Tambédou continue de faire des vagues. C'est le sujet de notre petit débat. Il disait, on évoquait, non, je parlais à M. Alain Toussaint, nous évoquions ici cette fameuse évasion et surtout les conséquences ou les actions qui devaient être menées. Je pense qu'on a été entendu. Oui, c'est ce que nous constatons et nous nous en félicitons. Nous félicitons d'ailleurs le gouvernement d'avoir pris les mesures qui s'imposent dans cette affaire quand même scandaleuse d'un détenu qui, profitant d'une permission, dit-on, prend la poudre d'escampette. Et donc, ce fantôme est introuvable et il fallait donc, bien sûr, punir les personnes qui sont responsables et puis lancer un appel à témoins. Nous en avons parlé ici et nous constatons aujourd'hui que la police nationale a officiellement sollicité l'aide de la population. On peut juste regretter que cet appel à témoins soit incomplet. On n'a pas son identité, son alias, parce que très souvent, ces bandits et d'autres évoluent dans le monde sous des pseudonymes. On n'a pas sa date de naissance et d'autres informations qui auraient pu aussi faciliter la recherche. Mais sans doute que cela a été fait à dessein pour peut-être garder le secret des enquêtes. Mais déjà, l'initiative est assez intéressante. Vous qui aimez bien les faits, vous en savez un peu plus, Élisée Bolougbe, sur les circonstances qui ont conduit à l'évasion de M. Tambédou et après ses conséquences. Rappelez-nous un tout petit peu le film. Bon, le fait se déroule le 9 juin dernier, quand, d'après le communiqué qu'on a reçu du service de communication du ministère de la Justice, qui relatait les faits... Le 16. Le 16. Voilà, le sieur Tambédou Mohamed a été sorti de sa cellule par 2 agents pénitentiaires et un 3e du service social qui les a accompagnés, soit dit-on pour une opération bancaire. Après cette opération bancaire, tout le groupe se serait retrouvé en zone 4
dans une villa. Et c'est dans cette villa-là que, comme je l'expliquais la dernière fois, par un coup de baguette magique, M. Tambédou a disparu. Aurait même disparu, parce qu'on n'est même pas certain de cette version qui est donnée. Voilà, aurait disparu. Bon, j'ai voulu employer le style direct puisque c'est le communiqué que j'essaie d'établir. De là, voilà, là on n'avait plus de traces de M. Tambédou et les agents qui ont replié sont venus informer leur hiérarchie de ce que M. Tambédou avait disparu. Quand on regarde aujourd'hui le communiqué qui a été produit, qui explique aussi un peu les faits, on se rend compte effectivement que le régisseur avait donné une permission de sortie à M. Tambédou pour qu'il aille faire cette opération bancaire. En tout cas, en tant que profane, je ne maîtrise pas les rouages du système judiciaire, mais je me demandais si cette opération était autorisée par la justice, je ne sais pas. Ça, je n'en sais absolument. Peut-être que les experts du droit nous l'expliqueront dans les détails, mais quelqu'un qui est condamné à 10 ans de prison, donc privé de liberté logiquement, et qui a cette possibilité-là de sortir pour aller faire une opération, soit dit-on bancaire en plus. Donc on se pose vraiment des questions. Mais c'est ce que les faits en tout cas qui nous sont étayés ici nous rapportent. D'ailleurs, je note qu'on nous signale que selon plusieurs médias qui ont relayé l'information, il a réussi à avoir reconnu avoir délivré une autorisation de sortie. Cependant, il précise que celle-ci était frappée de caducité du moment que l'autorisation avait dépassé 2 jours. 2 jours, c'est Donc ça. ça veut dire qu'il est possible de délivrer, en tout cas cette autorisation avait été délivrée. C'est ce que je dis. Mais bon, elle n'était plus... Oui, parce que les prisonniers, dans tous les cas, ont aussi des droits. Mais compte tenu quand même du profil du fugitif, je pense que d'autres mesures auraient pu être prises pour éviter qu'il prenne la fuite. Et c'est là où on constate quand même une chaîne de dysfonctionnement. Il est vrai que là, on a sanctionné le régisseur et les personnes qui ont, les 3 agents, qui ont joué les accompagnateurs. Mais on s'interroge aussi sur le rôle ou en tout cas l'immobilisme des services de renseignement pénitentiaire. Je ne sais pas si à la MACA ce service existe, mais il serait intéressant peut-être de savoir s'ils avaient des informations concernant cet individu, le projet qu'il nourrissait. D'après mes informations, ce n'est pas la première fois que autorisé à sortir de la MACA. Exactement, qu'à plusieurs reprises qu'apparemment il trouvait des arrangements. Il aurait versé une certaine somme à ses agents pour permettre de faire cette escapade lors de la prison. Donc ce sont quand même des faits très très graves. En tout cas, je précise que ces informations sont à prendre au conditionnel. Non, pas au conditionnel. Enfin, je suis comme un journaliste. On se renseigne, on s'informe auprès des sources autorisées qui indiquent que ce n'est pas la première fois que ce monsieur sortait de la MACA avec la complicité d'agents pénitentiaires. Ce qu'Alain dit est intéressant, c'est d'autant plus que la dernière fois, quand on était en train d'en discuter, on avait insisté sur ce fait-là, qui nous revenait, en tout cas pour nous qui étions dehors, que très souvent il y avait certains détenus qui avaient la possibilité de sortir. Ça, bon, comme je le dis, les experts... Il y a un régime de permission, en fait. Ok, d'accord. Voilà, ça, c'est la loi qui le permet. Mais je pense, parce que quand même, nous, on a eu des proches qui étaient à la MACA, mais qui n'ont jamais bénéficié de cette permission. On voudrait bien savoir qui sont ceux qui sont... Non, mais il existe des conditions. C'est ce que je dis. Je dis, on est très bien intéressé de savoir qui sont ceux qui sont bénéficiaires d'une telle autorisation. Parce que, en tout cas, pour nous, les citoyens lambda, là, on a des parents qui sont là-bas qui, depuis des années, n'ont jamais eu cette opportunité, même de venir passer ne serait-ce que le réveillon avec nous. Donc, on est intéressé de savoir quelles sont les conditions qui permettent à un détenu de pouvoir sortir et revenir selon, en tout cas, ce système-là. Mais comme je le dis, le profil de l'individu, ça, il faut qu'on revienne dessus encore. Il a été arrêté, selon les informations qu'on a reçues, en Angleterre. Il a même fait la prison là-bas. Tout à fait. Donc, c'est quelqu'un quand même qui a un profil, excusez-moi du terme, mais de bandit de grand chemin en quelque sorte. Mais qui aujourd'hui a cette facilité, cette permissibilité-là de pouvoir sortir, faire des opérations. Je trouve qu'il y a quand même une certaine légèreté qui est vraiment dans la gestion de ce dossier-là. Ça, il faut qu'on ait le courage de le dire. Moi, je crois que la responsabilité, peut-être que le régisseur, comme lui-même le dit, n'est pas coupable, mais moi, le fait déjà qu'il ait donné une autorisation et tout ça, je dis qu'il a une responsabilité. Sans en informer le ministère. Voilà, sans en informer. Voilà. Un autre élément qu'Alain nous apporte en plus. Pour certains sans en éléments, informer. il faut informer le garde des Sceaux. Voilà, bien sûr. Mais je pense que l'un des problèmes majeurs même que pointe du doigt cette circonstance-là, c'est au-delà qu'on donne cette autorisation, au-delà qu'il soit accompagné par des membres, j'ai envie de dire, du corps de sécurité, entre guillemets, oui, mais ça veut dire qu'il n'y a aucune façon de tracer un prisonnier quand on accepte sa sortie. Donc ça veut dire que quand il sort, il peut se mettre à courir et taper la fuite. Parce que non, il est accompagné de 2 agents. Il est accompagné de 2 agents, mais qui ne lui tiennent pas forcément la main. Donc il peut avoir tous les moyens de s'enfuir sans être pisté, sans être tracé.
Donc finalement, quand on lance un appel à la population pour aider à la recherche, ça veut dire que finalement, on a fait sortir un prisonnier qui est avec des gardes mais qui ne lui tiennent pas la main, donc il a tous les moyens de pouvoir s'enfuir. Et il n'y a aucun moyen de tracer ce prisonnier. Donc aucune disposition n'est prise pour s'assurer qu'un prisonnier ne puisse pas s'enfuir alors qu'on en donne l'autorisation. Non, quand vous dites aucune, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Bon, aucune. On a deux gardes pénitentiaires qui sont là, mais qui ne lui tiennent pas la main. Donc la disposition est valable s'il lui tenait la main. Non. Je vais abonder dans le sens de Rihanna quand même. Quand vous regardez la qualité de la photo du prisonnier, on voit bien que, en fait, on n'a pas de base de données sur peut-être les personnes qui sont emprisonnées à la MACA, là où on devait avoir au moins 2 ou 3 photos de profil, de face, etc., afin de permettre une recherche quand même un peu plus rapide et plus facile. Vous voyez, donc je pense qu'au-delà du travail de ceux qui accompagnent ce monsieur, moi je ne crois pas au scénario de la banque. Je pense qu'ils ont convenu de le laisser s'échapper et puis 2 ou 3 kilomètres après la MACA, ils ont dû lui dire, mon ami, il faut y aller. Et après, il retourne le temps que ce monsieur puisse s'échapper. Puisque dans le cinéma... Non, on n'est pas dans le cinéma. Non, mais je veux dire, non, mais c'est ce que vous affirmez là, c'est une supposition à tout ça. Mais surtout, pourquoi revenir? Parce que si vous faites comme les rois mages et que vous avez l'information, vous pouvez continuer. Vous décidez d'accompagner quelqu'un qui s'évade, vous prenez la disposition pour les... Non, mais Brice, il y a vous retournez... Mais Brice, il y a une grave faute. Il y a une grande faute même de la part des agents. Ils n'avaient pas le droit déjà. Mais comment? Bon, on va juste s'en tenir, je dis on va juste s'en tenir au fait évoqué dans le communiqué du ministère de la Justice. Oui. Il avait l'autorisation d'aller faire une opération bancaire. Mais on dit, ou du moins la note dit, qu'ils se sont retrouvés au final, in fine, dans une villa en zone 4. Donc, c'est même plus à la banque qu'ils sont en fait. Ils sont dans une autre. C'est une grave faute. L'une des versions que j'ai entendues évoquait le fait que monsieur le sieur Tambédou avait demandé à marquer une escale dans la résidence pour récupérer des documents. Chez une amie. Chez une amie ou sa femme, une amie qui l'a Mais Alain semble être vraiment informé de ce dossier. Oui, non, mais j'ai la version aussi. Donc, chez sa femme, récupérer les documents pour pouvoir faire le retrait. Et donc, c'est quand les agents étaient là, il les a installés, sa femme devait s'occuper d'eux, et par une fenêtre dérobée, il serait accompagné de sa femme, enfin sa présumée femme, ils se seraient enfuis tous les deux. Mais bien sûr qu'ils se seraient enfuis. Je veux dire, c'est rocambolesque comme c'est. Il faut quand même ne pas être lucide pour comprendre qu'un prisonnier qui est condamné à autant d'années de prison, qui se retrouve dehors, qui se retrouve dans sa résidence, qui voit une fenêtre, ne va pas s'enfuir. Non, c'est même pas une fenêtre pour le penser. Mais on va plus loin, à imaginer que c'est un scénario qui était prémédité. C'est-à-dire quand il a une autorisation qui est caduque, il insiste, il sort. À la base même, il n'aurait même pas dû avoir cette autorisation. Elle est déjà illégale. Elle a été délivrée, certes, 2 jours avant, mais d'après mes informations, cette autorisation de sortie n'aurait pas dû lui être délivrée compte tenu du contexte qu'on sait avec l'incarcération de trafiquants présumés de drogue, etc. Donc, déjà, l'autorisation n'aurait pas dû être faite. Et puis maintenant, c'est 2 jours après qu'on l'active, etc. Donc, il y a quand même un enchaînement inacceptable. Ce que les gens se disent, c'est qu'effectivement, on est dans un scénario, on parle de rocambolesque, mais qui est soutenu, forcément, permettez-moi l'expression, ce n'est pas que le sieur Tambédou qui a mis en place ce dispositif. Bien sûr, voilà, non. c'est clair, il n'est pas seul. Mais on est unanime sur cette question, on dit qu'il y a forcément des complicités. C'est pour ça que nous parlons des renseignements. Tout à l'heure, je parlais des dispositions qui sont prises quand on autorise sa sortie. Une fois qu'ils sont dehors, vous me dites qu'il y a une première disposition, ce sont les gardes pénitentiaires. Mais ces mêmes gardes acceptent qu'il fasse l'escale dans une villa, ce qui n'est pas notifié sur l'autorisation qu'il a sortie. Parce que l'autorisation mais l'autorisation en elle-même précise que c'est dans le cadre d'un retrait bancaire. On sait tous qu'un retrait bancaire ne se fait pas dans une résidence privée. Donc, du moment qu'il est en train de se diriger vers une résidence privée, on a déjà complicité des 2 gardes pénitentiaires qui ne sont donc pas efficaces. Et donc, on n'a aucune prédisposition qui soit fiable, qui a été prise pour assurer la sortie de ce monsieur, bien qu'elle ait été autorisée. Quand on a fini de parler de tout ça, c'est vrai qu'on revient un peu sur les circonstances, mais aujourd'hui, l'actualité, c'est l'appel à témoins donc, lancé par la police. On en parle un tout petit peu, cet appel à témoins. Vous évoquiez tout à l'heure une autre faille du système pour dire que quelqu'un comme le sieur Tambédou n'a que cette photo qu'on aperçoit à l'écran. Donc ça veut dire que quand il était incarcéré, enfin, moi je regardais que des films. Oui, durant l'instruction, toute la procédure, on n'a pas, en tout cas, apparemment, on n'a pas d'autres photos moi, je pense, soyons réalistes, quelqu'un quand même qui, dans les fichiers,
je dirais, d'Interpol même est fiché, donc parce qu'il a même fait la prison en Angleterre. Je pense que même si on n'a pas une photo assez récente, on aurait pu entrer en liaison avec les services de police en Grande-Bretagne pour qu'on nous donne, on nous donne une photo récente de l'individu. Parce que ça, honnêtement dit, moi quand je regardais, et je pense que plusieurs Ivoiriens comme moi ont du mal à l'identifier dans les moindres détails. Il peut même peut-être venir me dépasser. On est dans un contexte post-Covid où on porte encore des masques. Il suffit qu'ils mettent un masque et une casquette, ils se baladent librement dans la ville et il est content. Et certains ont même parlé d'une ressemblance, excusez-moi, ce n'est pas de l'humour noir, mais avec Pharrell Williams. On a dit Pharrell Williams de Koumassi, vous voyez. Bon, donc à un moment donné, il faut aussi qu'on... J'espère que Pharrell n'envisage pas venir en Côte d'Ivoire, c'est sûr. J'espère, le pauvre. Donc il faut vraiment aussi que notre police, qui fait un excellent travail, aussi se donne les moyens, parce qu'elle dit à la population, faites-nous confiance, mais il faudra aussi qu'elle fasse confiance à la population, parce que l'Ivoirien est connu pour son papatoya, et s'il faut servir la bonne cause, je pense qu'on n'hésiterait pas à donner les informations à la police. Mais encore faut-il que les conditions soient réunies. L'identité, sa taille, la couleur des yeux, etc. On n'a pas toutes ces informations qui, logiquement, illustrent les fiches d'avis de recherche. Bon, en tout cas, entre-temps, je vous rappelle que le numéro gratuit pour des personnes qui auraient aperçu M. Tambédou, c'est le 100. Donc, et le numéro WhatsApp, c'est le 225 01 70 900 600. Je reprends le numéro gratuit, c'est le 100. Ou le numéro WhatsApp, c'est le 225 01 70 900 600. Brice, peut-être que je vais terminer, mais s'il te plaît, un plaidoyer. Moi, je voudrais m'adresser en tout cas au service du ministère de la Justice. Est-ce qu'ils peuvent nous donner exactement les conditions pour qu'un détenu ait l'autorisation de sortir au moins pour faire une activité? Parce que nous, on est très intéressés en tout cas de le savoir pour éventuellement voir si on peut organiser un réveillon avec un de nos parents qui est certainement détenu. Tout ça, c'est intéressant. Donc vraiment, peut-être qu'il faut qu'on nous donne cette information aussi. On en a besoin. Écoutez, vous êtes journaliste, on va vous dire rapprochez-vous des services et vous aurez l'information. Ah ben, le citoyen, il parle pour le citoyen lambda. Pardon? Il parle pour le citoyen lambda. Non, mais si vous avez l'information, je vous commets à cette tâche. Et demain, sur ce plateau-là, Élysée, ça sera votre mission. C'est face à la Côte d'Ivoire. Demain, c'est face à la Côte d'Ivoire. Oh là là. Avec le lundi, Élysée, votre mission, donc vous avez plus de jours, votre mission, c'est de revenir sur ce plateau pour nous dire dans quelles conditions, et où on le verrait dans le... Tiens, je crois que je vais commettre Mélissa à cette tâche. Non, mais si tu me permets quand même... Que dit la loi? Si tu me permets quand même, Alain, j'ai adoré le placement là c'est super. Non, top, franchement top. C'était le bon moment pour le placer. 20h15. Très bien. Très bien. Bon, allez, petit rappel. Donc, le numéro pour l'appel à témoins, c'est le 100. Et voilà, je crois que déjà, c'est plus facile à composer. Donc, le 100. Le 100, numéro, si vous apercevez quelqu'un. Donc, si vous pouvez reconnaître sur cette photo. Il faut aider la police. On peut avoir la photo encore, Eliane? Et surtout, inviter quand même les gens à ne pas brutaliser les personnes lorsqu'elles estiment avoir identifié. Voilà. Donc, si jamais elles pensent avoir reconnu cette personne, il ne faudrait pas qu'elles se jettent sur la personne et essayer de tabasser, comme on dit chez nous, parce qu'on sait que c'est très courant. Voilà. Il faut juste prendre les précautions. Alors, je fais quelque chose d'extraordinaire sur ce plateau ce soir, vu que certains internautes nous estiment que le sang ne passerait pas. Quelqu'un a-t-il son téléphone sur ce plateau? Oui, on peut essayer. Vous pouvez tester le sang, justement, pour qu'on soit sûr que le sang y passe. Décidément, cette enquête a beaucoup de mal. S'il décroche, qu'est-ce que je dis? Ou du moins, tous les Ivoiriens prendront part à cette enquête. Voilà, c'est de la télé. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. C'est ce que j'entends avec... Ça, ce que je peux mettre sur parler parce que ça, c'est ce que vous avez entendu. Le 100. Alors, j'essaie de... Ben, moi, je n'ai même pas de sonnerie. Sur le 100, le numéro d'urgence du ministère de la Sécurité. Veuillez patienter. Moi, j'ai pas. Je patiente. Prendre en charge. Très bien. Bon. Donc, ça, c'est pour... est un numéro d'urgence. Veuillez nous On peut leur dire que c'est Live TV, que nous testons le numéro. C'est bon. Non, mais c'est bon. Peut-être que quelqu'un est en train d'appeler en même temps que nous. OK. Donc, c'est bon. Peut-être que quelqu'un a repéré les voilà, donc on ne va pas encombrer la ligne. Peut-être que Rihanna n'avait pas d'unité, je crois. Ben, j'ai plus de chance. Bon, je pense que si jamais vous n'arrivez pas à joindre, il faut peut-être prendre le téléphone d'un ami et puis essayer. Donc, en plus du 100, si éventuellement vous avez un téléphone comme celui de Rihanna qui ne passe pas, ou celui d'Alain qui passe, en plus du 100, vous avez la possibilité de faire le 01 70 900 600. 01 70 900 600. Allez, c'est bon. Alain peut mettre son téléphone aux enchères. Hein. Ah ouais, ça, c'est clair. Notre revue entendue, c'est pour la suite. Le vu entendu de ce soir est tiré d'un communiqué du Fonds d'entretien routier, le FER, qui annonce l'ouverture du péage de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam pour le vendredi 24 juin 2022 à partir de 10h. Alors, c'est fait, les tarifs appliqués sont les suivants. Classe 1, on y arrive, hein. Véhicule léger, 1000 francs.
Classe 2, véhicules intermédiaires, 1500. Classe 3, les autocars, les véhicules à 2 essieux, 2500 francs CFA. Les classes 4, ce sont les autocars, les véhicules à 3 essieux et plus, à 3500 francs CFA. Quelqu'un m'a dit, on veut nous empêcher d'aller à Sini. Non, mais ce n'est pas seulement empêcher d'aller à Sini, parce que je pense que ce qu'il faudrait qu'on souligne, c'est que donc cette autoroute Abidjan-Grand Bassam relie quand même Abidjan à une ville, mais qui est d'abord... Grand Bassam, c'est quand même une ville d'habitation, de travail pour certains, de flux d'échange de marchandises entre Abidjan et Grand Bassam. C'est vraiment une ville proche de celle d'Abidjan, où en tout cas, il y a beaucoup de flux qui se passent. Patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà. Alors, en dehors des personnes qui ont les moyens d'aller vivre un bon lifestyle à Sini, on a une majorité de population qui n'est pas forcément aisée, qui vit soit à Grand Bassam ou à Abidjan et qui fait partie des personnes qui mènent des activités dans l'une des villes, ou à Bonoa, exactement. Donc, quand on prend le cas du pont HKB par exemple, nous on sait qu'on paye usuellement 500 francs pour un passage. Quand on prend le cas-ci, on est à partir de 1000 francs. À partir de 1000 francs, si on fait l'aller-retour, on est à 2000. Dans le mois, on se retrouve à 60 000 francs, ce qui est pratiquement le SMIC. Pour la personne lambda qui travaille, qui fait de l'échange de marchandises, pour la vendeuse de légumes qui part d'Abidjan à Grand Bassam, etc., ce n'est pas forcément aisé. Donc, qu'est-ce qui justifie ce tarif qui est déjà plus cher que celui du pont HKB et finalement qui vient se positionner à un moment où on parle de coûts des denrées alimentaires, de vie chère, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui justifie cela? Mais écoutez, moi je pense que c'était un coup de canif dans le programme La Côte d'Ivoire solidaire du président Ouattara. Parce que là, c'est un impôt concret. Lorsqu'on habite Bassam, on est soumis à la double peine, entre guillemets. Le matin, on se tape les embouteillages, au retour également. Et en plus, on va devoir payer entre 60 000 et 100 000 francs par mois. Si on est passé par l'autoroute, dites-moi, oui, est-ce que l'ancienne route, elle est toujours fonctionnelle? Elle est fonctionnelle. Alors, elle est fonctionnelle, mais apparemment, elle sera bientôt apparemment, ce que j'aurais entendu, fermée à toute la population. Mais si on a fait une autoroute, on n'a pas cette information. Oui, mais si l'autoroute a été construite, c'est pour des raisons de sécurité, voilà, et de commodité. Et je pense, même si cette ancienne route était fonctionnelle, toujours est-il que les tarifs qui sont pratiqués sont prohibitifs. Et j'estime qu'il n'y a pas de concertation. On ne sait pas sur quelle base l'illustrer. Les prix sont fixés. J'aurais lu, en tout cas sur les réseaux sociaux, vous me dites si je me trompe, que déjà d'Abidjan à Grand Bassam, on est sur 500 francs de transport, en tout cas pour les transports en commun. C'est ça pour les YAS, voilà. le petit mini-car. Voilà, on est sur déjà 500 francs. Donc pour celui qui paye déjà 500 francs pour se rendre à Grand Bassam ou pour se rendre à Abidjan, vice-versa, il doit payer 1000 francs. Non, mais ça, ce sont les véhicules qui payent. Pour le transport en commun, il y a un tarif unique, mais toujours est-il que... Quand vous payez vos 500 mais ces véhicules, ils prennent pas plus de 6 personnes. Hein. Non, mais au-delà même de cet aspect. Donc ça augmente moi, déjà les surtout qui peut avoir comme conséquence... Moi, je vais être concret. Je vais être concret. Allez-y. Moi, j'ai vécu 15 mois à Bonoa et je travaillais à Abidjan. Et je peux dire qu'il y a des milliers d'Ivoiriens qui le font par jour, Bonoa, Bassam, et qui travaillent à Abidjan, soit à Plateau, soit à Cocody. Et qui chaque jour prennent cette voie-là. Et pour ceux qui le savent, même quand tu te réveilles à 5 h, ou même quand tu te réveilles à 4h30, si tu veux espérer arriver dans le temps au plateau, tu es obligé de prendre l'autoroute. Parce que l'autoroute te donne plus de dégagement et tu peux avancer assez rapidement. Forcément. Tu ne peux pas prendre la petite voie parce que la petite voie d'abord est très réduite. Et toute cette promotion immobilière qui a aligné toute la bande côtière de Bassam fait qu'il y a du monde dans cette zone. Donc la circulation devient très très resserrée. Ça, c'est une réalité. Vous imaginez quelqu'un, comme Rana le disait, qui en plus de ne pas gagner suffisamment, doit pour désormais prévoir 60 000 à 100 000 supplémentaires pour son péage. C'est excessif, sans compter qu'aujourd'hui, vous êtes tous témoins. C'est vrai que l'État fait des efforts pour ne pas que le carburant, le gasoil qui est utilisé par la majorité des transporteurs n'augmente, mais le super, lui, l'augmente. Et on ne sait même pas jusqu'à quand ça va continuer d'augmenter, parce que la réalité est là, le conflit continue. Donc, l'un dans l'autre, on est dans une situation de pression. Moi, j'estime pour ma part, c'est déjà très bien de faire un péage parce que le péage est censé en réalité réguler ou bien autofinancer l'entretien de la voie. Il n'y a pas de souci. Mais moi, c'est sur le coût. Je pense qu'on ne peut pas lutter pendant 12 années, pendant 10 ans, comme l'a fait le chef de l'État et son gouvernement, pour réduire le taux de pauvreté qui serait passé de 52% à aujourd'hui 39%, et puis revenir avec de tels tarifs.
Mais vous allez être surpris que 5 ans après, on revienne à 45% ou à 60% de taux de pauvreté parce que justement, les coûts ont augmenté. Les transporteurs, eux, dès qu'ils attendent une augmentation, peu importe, dès l'instant que lui, il sent qu'il a l'obligation d'en rajouter sur ce qu'il devait payer au préalable, forcément, quelqu'un doit payer. Et pour lui, celui qui doit payer, c'est le passager. Ces prix se justifient également. Ces prix se justifient également quand on a suivi récemment l'actualité concernant la hausse en fait, du coût. Je crois que c'était censé aussi autour de 5 milliards, si je ne me trompe pas. Et on est passé de la construction. Oui, mais c'est financé par les impôts. Voilà, c'est de la construction. Ce péage est financé par le Fonds d'entretien routier. Donc, cela veut dire que le citoyen qui a financé ce pont... n'a rien à rembourser. Non, va devoir plutôt encore payer lorsqu'il passe à ce péage. Comme l'entendait pour le HKB, pour le port économique, il y avait un processus de remboursement avec les passages. Oui, c'est des concessions. C'est des concessions par rapport aux concessionnaires. L'idée quand même, c'est l'équité. On ne peut pas imposer cet impôt, moi j'appelle ça l'impôt routier, à des personnes qui ont décidé d'aller vivre à Bassam, compte tenu de la difficulté de la vie à Abidjan, l'inconfort, etc. Ouais. Donc, on fait respirer Abidjan. Et aujourd'hui, ces personnes qui ont choisi d'aller habiter à Abidjan, à Bassam, vont devoir payer le prix d'avoir choisi d'aller hors d'Abidjan. Donc, là aussi, il faut quand même... Quand on vient de dire tout ça, le péage n'est pas... J'ai envie de dire, il n'est pas apparu d'hier à aujourd'hui. Oui. On avait vu sa construction. Mais j'ai dit tout à l'heure, en expliquant, j'ai dit tout à l'heure que le péage, nous, on ne fustige pas le péage. C'est cette position-là que j'aimerais bien connaître. On ne fustige pas le péage. Parce qu'aujourd'hui, c'est grâce au péage qu'on entretient les routes. Ça, c'est une réalité. Et nous avons besoin de ces routes-là pour nos activités économiques, pour le développement du pays. Ça, c'est sûr. Et donc, je veux bien qu'on précise la démarche. Non, ce n'est pas notre souci. Mais là où nous sommes, où nous estimons qu'il y a un problème, c'est le coût. Vous voyez, on va faire de la fiction. Allons sur on fait une fiction. Quittons Yamoussoukro et puis on va à Boissou. On paye le péage à Saint-Gourbo, 1250. On arrive à Tengué, on paye le péage à 1250, on a 2500. On arrive au pont HKB, on paye le péage à 500, on a 3000. On va à Bassa. Si vous passez par le HKB. Mais on est obligé, parce que c'est la route la plus courte, rapidement, pour rejoindre 13 villes et puis, pour rejoindre Makori pour aller à Bassam. Tu ne vas pas te faire taper toute une longue voie. Si vous passez par là. Deuxièmement, OK. Ça te fait déjà 3000. Tu arrives, c'est ça, non, 3000. Oui, 3000 après, tu arrives au pont de Bassam, ça te fait 4000. Ça, c'est juste pour l'aller. Pour le retour, tu as 4000 encore. Ça te fait 8000. 8000, il y a des cas de transport qui font Abidjan, Korogo, qui sont moins de 8000. Ça veut dire déjà, regarde le montant qu'on est obligé de payer pour parcourir cette distance. Et sans oublier que le gouvernement nous a annoncé qu'il y aura des péages bientôt. Quand on va faire l'autoroute jusqu'à Ferké, il y aura des péages après Boaké, il y aura des péages à Ferké. Donc vous imaginez déjà à combien on sera, alors qu'aujourd'hui on est en train de faire la promotion de permettre aux Ivoiriens de visiter leur pays. Le tourisme intérieur, permettre vraiment aux Ivoiriens d'aller à la rencontre de leur pays. Mais on ne peut pas demander aux Ivoiriens d'aller à la rencontre de leur pays et puis mettre des obstacles qui vont les empêcher. Moi, je veux rebondir sur ce qu'il dit. Je veux rebondir sur ce qu'il dit. Quand il parle de plusieurs postes à péage, effectivement, parce que normalement, je pense que cette voie est censée aller jusqu'au Ghana. Donc, jusqu'à Lagos, carrément. En tout cas, quand on arrive jusqu'à la frontière du Ghana, on sait qu'il peut y avoir plusieurs postes à péage. Donc, si déjà le poste à péage à Grand Bassam est déjà à ces tarifs-là, combien de postes à péage est-ce qu'on aura et combien est-ce qu'il faudra débourser pour aller déjà jusqu'à la frontière du Ghana? C'est des questions à se poser. En fait, l'idée de ce péage, je pense que, évidemment, nous nous inspirons de ce qui se fait en Europe. Mais lorsque vous prenez un trajet, par exemple, Paris-Lyon, vous passez par, je pense, 2 ou 3 sociétés d'autoroutes. Et à chaque fois que vous vous engagez sur un chemin, vous payez le prix par rapport à la distance parcourue. Parce que celui qui va à Bassam va payer 1500, c'est le même tarif que celui qui va à Assini. Donc il y a quand même une forme d'injustice. Et comme le FER a fixé au 24 juin l'ouverture de son péage, il faudrait que le prix soit révisé avant cette ouverture-là. Parce que si moi j'habite Bassam... Qui vous écoute même? Non, mais ils vont écouter parce qu'apparemment, on est très écouté par les autorités. Non, mais c'est surtout qu'on transmet un état d'esprit. Le ressenti de la population. Le ressenti de la population. Pour dire effectivement, 1500 pour les arguments que vous évoquez. J'habite à Bassam et je paye le même prix que celui qui va à Assini. Où est la justice sociale? Maintenant, c'est absurde. C'est absurde. Allez-y. Voilà, ok. Moi, je voudrais vraiment qu'on fasse des précisions. Et je crois qu'aujourd'hui, nos autorités sont animées de bonne volonté, en tout cas de réduire le taux de pauvreté, et on voit des actions qui sont posées dans ce sens-là. On a plusieurs programmes qui vont dans ce sens. Mais vous voyez, parfois, je pense qu'il y a des décisions comme ça qui apparaissent
comme un cheveu sous la soupe à chaque fois qu'on évolue. Et ça, franchement, je pense que... Alessio Djibo a une question pour vous directement, pour progresser dans votre analyse. Combien, selon vous, devrait-on payer? Maximum 500. 500. Moi, maximum 500. 500. Ou alors on introduit le système de la distance. Si je vais à Bassam, c'est en sortant de l'autoroute pour aller à Bassam que je paye, donc sur la distance parcourue. Si je vais à Sini ou à Accra, etc. Mais le péage vous évoquez la question des véhicules légers qui sont à 1000 francs en ce moment, selon les tarifs affichés. Vous souhaitez qu'ils reviennent à 500. À 500. Et ça pour les autres véhicules, ça ne serait 500. Ça ne serait que justice et harmonie. Parce que vous savez que le péage, après Anyama, il est à 500. Pourtant, les gens passent par là pour aller au Ghana. Ils passent à Bengourou, ils s'en vont au Ghana. Mais le péage est à 500. En fait, qu'est-ce qui justifie, pourquoi on va faire le péage à 1000 francs que les tarifs de ce péage soient d'improvisation, deux, voire 3 fois plus élevés que les tarifs d'autres péages qui sont toujours entretenus par le fer? Quels sont les critères de choix des différents tarifs à appliquer? Il y a Assini sur la bande, donc voilà, c'est des bons choix. Combien d'Ivoiriens ont cette possibilité de se rendre à Assini au quotidien? C'est ça, ou bien en termes de ratio, donc on ne peut pas faire prix en tenant compte d'Assini. Comme je vous commets à des tâches, Élisée, lui, doit nous dire dans quelles conditions un détenu doit pouvoir sortir avec une autorisation. Rayana et moi, Rayana qui se met sous la table. Je pensais justement à vous. Rayana va être commise à la tâche d'avoir les informations concernant qu'est-ce qui a pu justifier le fait que les tarifs soient fixés à ce niveau. Voilà, c'est votre mission, Rayana. Lundi, vous nous direz. D'accord. Pour l'instant, franchement, vous dire comme l'Ivoirien, 500, c'est un peu cher. Non, 1000 francs, c'est un peu cher. 1000 francs, c'est un peu cher. Mais quelqu'un m'a dit 300 en fait. On a un syndicaliste qui vient, on lui demandera. On lui demandera. On marque une courte pause, on se retrouve pour la suite. C'est ça le Live Talk. Nous sommes de retour sur le Live Talk. Rassurez-vous, on n'est pas passé par le péage, mais on est là, on est bien présent. Et on espère que d'ici là, une décision, sait-on jamais. En tout cas, des discussions pourraient être en cours après l'annonce de cette décision. Notre invité est sur le plateau. Nous sommes en compagnie ce soir de monsieur Yanya Zadi Théodore, président de la centrale plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public et privé de Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci. Jingle pour vous annoncer. Alors, avec vous, il était question de parler, il est toujours question de parler donc du dialogue social, mais avant l'actualité, vous tombez en plein dedans, c'est la question du péage. En tant que syndicaliste, votre point de vue sur cette question, M. Zadi Yanya? Je vous remercie, je suis très heureux de me retrouver à nouveau sur ce plateau. Je pense que c'est une préoccupation de tous les Ivoiriens. Et en tant que syndicaliste, vous comprenez que tout ce qui renchérit le coût de la vie nous pose problème parce que nous nous battons pour améliorer les conditions salariales de nos camarades. Et chaque fois, il y a toujours un petit coup comme ça qui se fait. Et donc, pour nous, le coût de 1000 francs est trop élevé. Et je pense qu'il faut le revoir. Et les propositions qui ont été faites ici de 500 francs pourraient être tenables, quand bien même un péage, même là, à ce niveau, pour moi, n'était pas nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, sorti d'Abidjan, au nord, vous avez un péage, à l'est, un autre au sud, comme si on était dans un enfermement. Donc, je voudrais soutenir qu'il faut revoir ce coût-là. Parce que prendre le pont HKB, vous payez 500 francs, vous allez à Bassam, vous payez 1000 francs, 1500 francs, aller-retour. Si vous êtes, n'est-ce pas, comme vous ici, vous passez. Donc, ça fait 3000 francs désormais pour aller, n'est-ce pas, à Bassam tout près. Je pense que c'est un peu cher. Oui. Voilà. Très bien. Alors, on va revenir à cette trêve sociale signée justement le gouvernement des organisations syndicales de la fonction publique pour une durée de 5 ans. Elle prend exactement fin le 17 août 2022. Quel bilan tout de suite, M. Zadi Yanya, de cette trêve sociale qui est en train d'aller à son terme. Tout à fait. D'ailleurs, je viens de Bassam, où nous étions en séminaire pour justement faire le bilan avec le gouvernement. Et ce bilan-là, globalement, est satisfaisant. Et on peut le voir également au niveau social de cette paix qui a été obtenue de haute lutte dans des conditions difficiles parce que tout cela est parti d'une grande grève que nous avons amenée en 2017 au mois de janvier qui a fait 3 semaines, une grève historique générale. C'était la première véritablement en Côte d'Ivoire
Et à l'issue de cette grève, nous avons réussi à privilégier la discussion et nous avons abouti pendant 8 mois de discussion avec feu le Premier ministre Amadou Gon à des accords en 2 documents. Un document qui nous concerne, parce que dans cette affaire, il faut savoir qui veut la trêve. C'est vrai qu'elle nous profite tous, mais c'est la revendication du gouvernement. Donc en 2017, quand nous avons obtenu les 5 points de revendication que nous avions, ce qui est historique, le premier point sur une réforme de la retraite, une réforme avait été prise qui avait supprimé tous les avantages du plan social, ça je l'ai déjà dit ici. Et ensuite, bien d'autres choses, le stock des arriérés de 249 milliards, etc., etc. Et nous l'avons obtenu les 5 points de revendication. En contrepartie donc de ce que le gouvernement a décidé de faire, il nous a demandé une période d'accalmie pour mobiliser les ressources. Ce que nous avons concédé dans un accord gagnant-gagnant. Cet accord-là a permis justement au gouvernement de payer tout ce qu'il a pris comme engagement depuis janvier 2018, de façon régulière, en date et en heure. Et nous aussi, en tant qu'organisation, nous avons respecté notre part de contrat et la paix sociale a permis au gouvernement, je pense bien, s'il demande une nouvelle trêve, c'est qu'il a dû profiter véritablement. Question rapide. Voilà. Ce stock d'arriérés de 249 milliards, est-ce qu'il a été vraiment entièrement réglé? Non, pas encore. Nous sommes à la 5e année. Nous avons concédé, et ça c'était important aussi, de savoir que nous avons accepté que ce stock-là soit apuré sur 8 ans. Okay. Sur 8 ans, donc depuis 2018, nous sommes à la 5e année de réalisation et nous avons déjà réalisé 78% du montant, c'est-à-dire autour de 159 milliards. Il nous reste les 22%, autour de 59 milliards apurés sur 2 ans, 3 ans qui arrivent. Nous sommes intéressés de savoir, c'est vrai, comme le bilan que vous faites, en tout cas, il est reluisant. On a tous ivoiriens, on a vu cette accalmie, on a vu vraiment cette paix sociale-là. Oui. Mais aujourd'hui, le gouvernement demande une nouvelle trêve. Qu'est-ce que vous avez dans votre bac ou qu'est-ce que le gouvernement a vu pour solliciter une nouvelle trêve? Et ça, je l'ai dit, il a dû voir qu'il est bon de privilégier la négociation parce que je voudrais rappeler que dans l'histoire des relations avec l'État, c'est quand vous déposez un préavis de grève qu'on vous recevait en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, le préavis était devenu une sorte de demande d'audience. Et donc, ce qui expliquait qu'il y ait beaucoup de grèves parce qu'il était difficile de se faire recevoir, ne serait-ce que pour poser un problème. Et donc, le gouvernement a pris conscience et ne veut plus revivre ce qu'il a vécu en 2017 et a donc pris le taureau par les cornes cette fois pour lui-même nous demander de faire le recensement de l'ensemble de nos revendications. Ça, c'est très important. Parce qu'en tout état de cause, pour qu'on arrive à un accord, qu'il soit gagnant-gagnant, il faut que nous soyons satisfaits, c'est-à-dire nos préoccupations nouvelles. Donc, depuis 1 an, c'est-à-dire pratiquement depuis septembre, le 15 septembre 2021, nous avons commencé ce travail de recensement et nous avons recensé 2 types de revendications. Des revendications transversales, il y en a 19. Je peux citer pêle-mêle. Oui, c'est ça. Voilà. Le premier point, nous demandons le relèvement de l'indice référentiel de base, c'est-à-dire c'est le coefficient multiplicateur qui permet de calculer le salaire du fonctionnaire. Cet indice-là est de 233,45 francs. Il a été institué depuis 1960. Or, le coût de la vie a pris l'ascenseur. Nous demandons qu'il soit, n'est-ce pas, les péages par-ci, par-là. Donc, nous demandons qu'il soit révalorisé. Nous demandons également qu'il soit institué pour les fonctionnaires un 13e mois de salaire au mois de décembre, parce que le fonctionnaire, il y a 30% de fonctionnaires qui sont sûrs. Seulement pour les fonctionnaires? Bon, le privé, il y en a déjà. Donc, pour les fonctionnaires et bien d'autres choses. Ensuite, nous demandons une révalorisation, n'est-ce pas, des accessoires des salaires, c'est-à-dire les allocations familiales qui sont de 2500 francs depuis 1960 par enfant. C'est dérisoire et c'est même ridicule. Ensuite, il y a les allocations de transport. 7 000 francs à Abidjan, 5 000 francs à l'intérieur du pays, comprenez. Mensuellement. Mensuellement. Okay. Voilà, ce qui est aidé. Donc, nous demandons également que ces allocations, ces questions-là soient révalorisées. Nous demandons également que les pensions de retraite, parce que nous travaillons, nous sommes en activité, mais la retraite nous attend. Donc, c'est quand nous sommes en activité que nous devons nous battre pour que les retraites s'améliorent. Donc, nous demandons que les pensions de retraite soient révalorisées tous les 2 ans et que le coefficient multiplicateur de la pension qui a été de 2 dans les années 60 jusqu'à 2012 et qui a été réduit à 1,75, réduisant ainsi les pensions de 0,25%, nous demandons qu'on revienne au coefficient 2 parce que le coût de la vie, effectivement. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'un peu trop charger la barque, compte tenu quand même d'un certain nombre d'obligations qui sont celles de l'État, qui doit faire face à des impératifs, à des urgences, construire les lycées, les écoles, les centres de santé, etc. Vous avez déjà un travail. Est-ce que vous ne pouvez pas, au nom de la solidarité aussi, faire l'ultime sacrifice
en étant un peu plus souple et flexible dans vos revendications. Notre rôle, c'est de poser nos préoccupations. C'est au gouvernement. C'est pourquoi nous parlons de négociation. Dans la négociation, bien sûr, il y a des concessions à faire. Nous sommes conscients que nous n'allons pas nous en sortir avec l'ensemble de ce que nous demandons. Mais vous n'êtes pas fermé. Voilà, nous, pas du tout. Et comme je l'ai dit, nous avons accepté, par exemple, de faire payer le stock des arriérés sur 8 ans. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'était déjà ça. Donc nous sommes prêts à discuter tous les points et à aboutir à un accord gagnant-gagnant avec le juste milieu qu'il faut. Mais je voudrais indiquer, tout à l'heure, vous avez touché la société globale. Nous sommes conscients de cela. Mais il faut comprendre quel est le rôle du fonctionnaire dans la société ivoirienne. Pour voir que quand on améliore les conditions sociales du fonctionnaire, on touche à la vie de l'ensemble des Ivoiriens. Parce qu'un fonctionnaire dans une famille, c'est un peu l'assurance maladie universelle. C'est celui qui fait tout. C'est celui qu'on appelle à tout moment. Et donc, cet environnement de pauvreté agit sur le fonctionnaire et le rend pauvre aussi. Donc, quand on améliore les conditions sociales du fonctionnaire, on aide l'ensemble de la société. Le fonctionnaire est présent là où l'État n'est pas. Donc ça, c'est important. Alors moi, je voudrais comprendre, je voudrais qu'on parle plutôt de l'autre sens. C'est vrai qu'on parle beaucoup des revendications des fonctionnaires, des préoccupations, etc. Mais finalement, le fonctionnaire a aussi une responsabilité. Tout à fait. On sait que les fonctionnaires, on sait qu'il y a beaucoup de personnes parfois qui vont à la fonction publique pour cette sécurité, d'avoir un travail avec lequel ils n'ont pas le risque de partir, entre guillemets, etc. Mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce que finalement, vous n'êtes pas assis sur une forme d'aise? Comment vous rendez l'appareil au gouvernement dans ce type de négociation, comme vous le dites vous-même, parce que ça marche dans les deux sens? Qu'est-ce que vous faites pour le gouvernement? On sait qu'on parle de la fonction publique, on parle de lenteur, de corruption, on parle parfois de personnel, de laxisme, etc. De professionnalisme. Comment vous aussi, vous travaillez à votre niveau pour rendre à l'État ce dont il a besoin, comme l'État vous le rend? Non, ça, je suis totalement d'accord. Nous sommes conscients de notre rôle pour le service public, parce que nous sommes des travailleurs sociaux. Et donc, les salaires même que nous touchons, si on devait les mettre en rapport avec le travail que nous faisons, sont totalement dérisoires. Parce que nous sommes totalement au service de la communauté. Donc ça, nous en sommes conscients. C'est pourquoi, dans ces discussions, nous sommes prêts à prendre des engagements pour que nous puissions amener nos camarades, les former, pour qu'ils soient véritablement performants. Mais il y a déjà eu une trêve sociale. Qu'est-ce qui a été fait en ce sens? Oui, les fonctionnaires ont accepté de laisser tomber un ensemble de revendications, de ne pas poser de nouvelles préoccupations pendant 5 ans. Pour un syndicaliste, c'est une mise en parenthèse d'un droit important qui est le droit de grève, dont on peut user à tout moment. Mais accepter pendant 5 ans de ne pas en user, c'est déjà même pour nous, et c'est pourquoi on a eu du mal par moment, parce qu'il y a eu quand même des grèves en 2020, 2019. Certains, n'est-ce pas, ont quand même porté des revendications. Donc, ça, c'est un sacrifice important pour le mouvement syndical, pour la liberté syndicale, qui sont des droits acquis de haute lutte. Donc, ça, c'est une concession importante qui a permis à l'État de travailler tranquillement. Et c'est parce qu'il a tiré un profit qu'il en redemande. Mais ça ne répond pas trop à la question. Voilà. Qu'est-ce que vous faites en interne pour que les fonctionnaires soient beaucoup plus efficaces après que, bien sûr, l'État ait répondu à ces différentes préoccupations? Vous dites, bon, vous voulez un 13e mois, mais est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment de motivation? Oui, bien sûr. Il ne faut pas prendre 1 ou 2 fonctionnaires peut-être qui seraient des brebis galeuses pour généraliser. Ce sont les fonctionnaires qui sont le socle de la nation. Quand on parle de l'État, ce sont les fonctionnaires qui représentent l'État sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire dans le plus profond pays, l'instituteur, l'infirmier, le policier, tout ça qui permettent à notre pays de vivre et d'exister et qui permet, n'est-ce pas, même au privé de s'installer. Parce que quand le privé ne s'installe pas, quand il n'y a pas d'école, quand il n'y a pas de service de santé. Donc il y a des gens qui travaillent au quotidien pour faire vivre cette nation et ce sont les fonctionnaires. Monsieur Zadi Nyanya, on vous garde quelques secondes. On a le temps de faire un petit tour à Bassam et profiter du fait que le péage soit encore gratuit jusqu'au 24 pour revenir après la pub. À tout de suite. Merci. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk pour la deuxième partie de notre entretien en compagnie de notre invité, M. Zadi Nyanya Théodore. Il est président, je retrouve votre titre exact, de la plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public et privé de Côte d'Ivoire. Alors, vous parlez tout à l'heure de cette trêve sociale. Certains peuvent estimer, vous disiez tout à l'heure que le gouvernement, ayant compris donc, les bienfaits et qu'il en tire, en redemande. Est-ce que ce n'est pas une forme de technique pour vous endormir? Oui, mais ça peut... Dans tous les cas, nous sommes conscients que le mouvement syndical est un mouvement qui s'appuie sur des principes, et un des principes importants, c'est la négociation. Même quand on fait une grève, on finit par s'asseoir.
pour discuter. Donc, quand on vous demande de faire l'économie d'une crise et d'aller directement à la discussion, nous sommes preneurs. Nous sommes même demandeurs de... Et surtout que vous avez dit qu'à partir de ces grèves-là ou de cette trêve sociale-là, il s'est déclenché une nouvelle façon de voir. On peut aujourd'hui discuter sans être obligé de brandir l'épée de Damoclès de la grève. Et c'est des paradigmes. C'est un changement de mentalité pour faire comprendre à nos camarades qu'on peut arriver à des résultats sans forcément passer par la grève. Et c'est un peu, moi je pense que c'est le plus grand enseignement de ce mouvement, au-delà de ce qu'on peut obtenir en tant que travailleur pour nos poches, etc., pour améliorer nos conditions. C'est un changement de paradigme et ça va prendre du temps. Mais déjà, nous sommes dans un processus où le gouvernement vous dit recensez vos revendications, mettez-les sur la table et nous avons fait ce travail. Et aujourd'hui, à Bassam, nous avons consolidé ensemble ces revendications. Elles sont, je dirais, transversales et sectorielles. Et c'est plus de 200 revendications qui ont été recensées dans l'ensemble de tous les secteurs d'activité et qui sont aux mains du gouvernement. Et bien sûr, nous avons également adopté un chronogramme de négociation pour tout le mois de juillet pour aboutir à un nouvel accord en 2 documents. Un, sur nos revendications qui ont été satisfaites. Et puis, un autre accord qui est la demande du gouvernement de faire accompagner tout cela par, n'est-ce pas, une période d'accalmie où nous privilégions, n'est-ce pas, la négociation pour régler les crises qui pourraient advenir. Donc, c'est tout à fait normal. Et ça se fait ailleurs. Qui était à Bassam avant de passer le message à l'Élysée? Qui a fait partie de cette rencontre-là? Parce que vous disiez... Côté gouvernemental, la ministre de la fonction publique. Oui, bien sûr. Il y avait côté gouvernemental, la ministre de la fonction publique qui représente l'État de Côte d'Ivoire dans ces discussions. Le ministre de l'Emploi était à ses côtés et bien d'autres responsables, le ministre du Budget, de l'Économie et des Finances. Et du côté syndical, il y a 8 organisations qui, n'est-ce pas, ont participé à ces discussions. Je posais la question parce que vous disiez tout à l'heure, il y avait la trêve sociale, bien que certains, est-ce que c'est certains-là, ils ont participé cette fois Bien sûr, parce que c'est certains qui ont fait la grève, par ailleurs, appartiennent aux organisations, parce que c'est des organisations fêtières, aux centrales syndicales qui, n'est-ce pas, sont là. Mais mieux, dans les discussions cette année, nous prenons en compte le fait qu'il faut que tout le monde soit pris en compte. Exactement, soit beaucoup plus inclusif. Le recensement a été fait et les discussions vont syndicats parlent d'une seule voix. D'une seule voix, voilà, c'est cela. C'est important. Monsieur Zadi, c'est vrai, vous avez donné un chronogramme de poursuite des discussions, mais est-ce qu'à l'heure actuelle, au sortir de ces 3 jours de séminaire, on peut déjà penser qu'on va inexorablement et sans se tromper vers la reconduction d'une autre trêve sociale? En tout cas, pour nous, comme je l'ai dit, chacun a ses préoccupations dans ce débat. Et la trêve sociale constitue ce que le gouvernement souhaite. Mais en contrepartie, il y a des conditions. Et les conditions, c'est celles que je viens d'indiquer. Nous avons des revendications à satisfaire. Si ces revendications sont satisfaites, naturellement, il y a une accalmie, il y a une satisfaction et une paix qui peut être consolidée par une signature. Donc voilà, c'est du donnant-donnant. Et dans ce processus, nous commençons par ce qui nous préoccupe, c'est-à-dire nos revendications. Et c'est après que nous aurons fini ce processus que le gouvernement va mettre sur la table ce qui le préoccupe. Donc, alors, voilà. Au nombre de ces revendications, l'accès à la santé des fonctionnaires avec la couverture maladie universelle, tout à fait. Pour vous, c'est quelque chose d'essentiel. Tout à fait. C'est un point d'ailleurs qui fait partie de ces points de revendication. La couverture maladie universelle, son arrimage qu'on a déjà dénoncé ici, et puis le fait que la prise en charge sanitaire des fonctionnaires qui cotisent avec la MUGEFSI, qui est notre mutuelle de solidarité. Et pourquoi vous dénoncez cet arrimage? L'arrimage entre la MUGEFSI et la CEMU a quelque peu perturbé, n'est-ce pas, le fonctionnement de la MUGEFSI et a réduit, n'est-ce pas, la prise en charge sanitaire des fonctionnaires. Ça, il y a des réglages qui sont en cours pour essayer de rattraper les choses. L'autre aspect, c'est au niveau des infrastructures sanitaires, parce que la couverture maladie universelle prend en compte seulement les structures sanitaires publiques. C'est-à-dire, vous cotisez et quand vous êtes malade, vous ne pouvez aller que dans les hôpitaux publics. Alors, globalement, vous dénoncez le fonctionnement de cette couverture maladie universelle? Non, pas... Le principe est très bon. Non. Mais nous avons depuis 2019, où l'opération a été faite, nous avons fait beaucoup de critiques et il y a eu beaucoup de réglages aussi. Voilà. Et nous continuons à travailler parce que c'est une très bonne chose que cette couverture maladie arrive à atteindre les Ivoiriens qui n'ont aucune couverture, parce qu'ils sont les plus nombreux. Près de 80% des Ivoiriens n'ont aucune couverture. Et c'est l'objectif qui est, in fine,
n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, voilà. vous souhaitez, par Voilà. exemple, Voilà. que la possibilité soit donnée aux fonctionnaires Oui. de se rendre dans des centres de santé, Santé. privés. Non, en plus du public, mais d'aller aussi... Non, vu le coût des Oui. cotisations, 1000 francs par mois, je pense que nous demandons que les hôpitaux publics soient mieux outillés, et voilà, les plateaux soient relevés pour que, n'est-ce pas, voilà, pour qu'on puisse y aller. Et d'ailleurs, à l'intérieur du pays, c'est les centres de santé qui sont les... Ça ne sert à rien d'avoir une carte, d'aller dans un hôpital qui n'a pas de service qui n'a pas fonctionnel. de service On est très bien. fonctionnel. Donc ça, c'est ça. Élisée? Voilà, M. Zadi Nyanya, moi je veux vous soumettre un principe d'autocritique. D'accord. Aujourd'hui, votre regard sur la fonction publique ivoirienne, efficace, performante ou pas? La fonction publique ivoirienne a évolué dans le temps. Et comme toute organisation, elle a fait sa mue. C'est pourquoi vous verrez dans les différentes dénominations des ministères, on a mis modernisation, etc., pour la rendre performante. Il y a eu de bonnes choses qui ont été faites et qui continuent de se faire, tant au niveau des concours, tant au niveau de la performance dans le travail, etc., etc. Mais il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire au niveau de l'assiduité, de la performance des travailleurs même. La conscience professionnelle, n'est-ce pas, etc., etc. Il y a du travail. Et nous sommes, nous les syndicats, engagés à accompagner l'État dans ce processus de les actions de formation, de sensibilisation, pour que nos camarades ne soient pas pris au piège, n'est-ce pas, de la corruption. Ces actions ont commencé ou elles sont en projet? Non, elles sont permanentes. Elles sont permanentes. Est-ce que vous en voyez des résultats? Oui, bien sûr. Il y a une évolution positive parce que nous sensibilisons tant au niveau de l'éducation. Par exemple, actuellement, nous sommes dans une période d'examen. Et nous demandons à nos camarades enseignants de faire en sorte qu'ils ne soient pas pris dans les mailles du filet de quelque corruption ou quoi que ce soit. Et d'être vigilants et de faire correctement leur travail pour que les examens se déroulent dans les bonnes conditions. Ça, nous le faisons, nous sensibilisons. Au niveau des centres de santé, il y a également la sensibilisation pour qu'il n'y ait pas ces questions de corruption. Alors, comment vous accueillez cette série de scandales qui éclaboussent la fonction publique, achat de concours, liste parallèle des admis et autres, enfin, qui sont régulièrement à la une de la presse ivoirienne? Vous, en tant que syndicaliste, est-ce que vous avez un peu honte quand même de votre fonction publique ou bien vous ravalez votre fierté en espérant que les choses vont se normaliser? Nous dénonçons. Nous ne sommes pas complices et nous ne pourrons jamais, un syndicaliste est un normatif. Il ne peut pas accepter ce genre de dérive. Et c'est pourquoi nous encourageons le gouvernement et l'actuel ministre à commencer, n'est-ce pas, à faire beaucoup de réformes dans le sens de la clarification et de la transparence au niveau des concours. Nous l'encourageons à continuer. Et d'ailleurs, dans nos revendications, nous souhaitons la réforme des concours professionnels pour justement arriver à une un peu plus grande transparence. Dans l'ancien système, les résultats étaient affichés, tout le monde pouvait voir. C'était un moyen de contrôle. Aujourd'hui, chacun tape et voit son nom apparaître. Nous pensons qu'il faut revenir, même si c'est un affichage électronique, faire en sorte que les noms, les admis, on puisse voir l'ensemble des noms et que cela soit un moyen de contrôle. Voilà, ça c'est des propositions de transparence. Parce qu'il y en a qui n'ont pas composé, qui sont sur des listes. Bon, il peut arriver que, voilà, vous tapez le matin, vous n'êtes pas admis, l'après-midi vous l'êtes. Ça, on a vu ces questions-là, donc il faut continuer à travailler. Donc, M. Zadi, tout à l'heure, vous évoquiez le fait que la fonction publique, c'est un peu le maillon, c'est le socle en fait de l'État dans nos provinces. Mais vous savez aussi, sans ignorer que ceux qui créent de la richesse, en réalité, c'est le secteur privé. Aujourd'hui, quel est votre regard sur ce secteur privé? Quelle est la collaboration? Est-ce qu'il existe un pont entre cette fonction publique? Parce que souvent, le secteur privé s'est plaint du fait que quand elle va pour établir des démarches, vraiment pour créer de la richesse, elle est confrontée à un laxisme, à une tentative de corruption des fonctionnaires et tout ça. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose qui existe? Je pense que vous posez là un problème global de la société, n'est-ce pas? Comme je l'ai déjà dit ici, la relation, parce que c'est le socle, la fonction publique, et c'est la fonction qui permet au privé de s'installer dans les pays. Parce que quand il n'y a pas de structure publique, le privé ne peut pas s'installer. Donc, forcément, les deux sont amenés à collaborer, tant au niveau des impôts et bien d'autres possibilités de relations. Mais je pense que ces relations, notre rôle, c'est de faire en sorte, et l'État est là, le droit est là pour réguler tout ça. Au-delà de ce que nous sommes syndicalistes, nous ne pouvons pas faire plus que ce que nous pouvons faire. Nous demandons que la loi soit appliquée quand des gens sont pris dans les mailles du filet et ne pas faire preuve de laxisme. Combien êtes-vous de fonctionnaires?
Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous sommes autour de 250 000 fonctionnaires en activité. Quelle est la moyenne de nouveaux fonctionnaires qui arrivent dans la fonction publique chaque année? Je pense que l'éducation nationale tient le gros pavé lot. par Le rapport gros à la lot, c'est demande. ça. On est autour de 5 000 nouveaux fonctionnaires au niveau d'éducation. Dans l'ensemble, les concours sont lancés. On peut se retrouver à 2 000 à 3 000 nouveaux fonctionnaires chaque année. Donc un maximum de 10 000. Voilà, un maximum de 10 000 chaque année qui arrivent et je pense que c'est le plus grand employeur. Très bien. Voilà. Monsieur Zadi Nyanya, la prochaine étape du calendrier, de l'agenda, c'est rencontre avec le gouvernement. C'est cela. Dans les prochains jours, la prochaine semaine. Mois de juillet. Oui, mois de juillet et déjà même vers la fin de ce mois de juin, c'est le début des discussions, c'est le cœur du sujet. Nous avons fini le bilan, on a constaté ce qui n'a pas marché, ce qui a marché. Nous sommes engagés, le gouvernement, nous, à améliorer. Et donc, nous allons maintenant rentrer dans le débat pour que d'ici la fin du mois de juillet, nous ayons déjà quelque chose à proposer à nos camarades comme résultat de ces discussions. Ça sera toujours à Bassam? Non, ici, ce ne sera pas un atelier, c'est des discussions directes. Voilà, il y a un comité interministériel qui va rencontrer les différents acteurs et l'ensemble des résultats vont être soumis au Premier ministre qui va parachever les discussions de façon directe avec les acteurs que nous sommes. Faites bien de ramener les discussions à Abidjan. Voilà. Vous évitez le péage. Voilà. Vous l'avez compris, Alain. Vous l'avez compris. On était très heureux d'être en votre compagnie. On vous donne rendez-vous lundi, ici même, pour un autre numéro du Live Talk. Vu que demain, vous vous retrouvez face à la Côte d'Ivoire, André et Alain seront face à M. Danropoulin, le ministre des Sports. On parlera certainement de la CAN, on parlera des infrastructures. Je suis en train de voir le stade où Fred Boigny est en train d'avoir des projecteurs, de prendre forme. En tout cas, il y aura toutes ces questions-là qui seront abordées dans Face à la Côte d'Ivoire. Vendredi, c'est Kony et ses Girls ici pour le Live Weekend. Nous, c'est lundi, Inch'Allah, qu'on sera là. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, qui veille sur la Côte d'Ivoire. À lundi.